Alors, correction du dernier devoir de l'année, devoir 5. Le sujet écrit comme. Alors, pour une fois, je ne ferai pas de commentaires sur ce que j'ai vu dans les copies, pour la bonne et simple raison que comme le délai de correction va être assez court, puisque il faut que je vous les rende la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, eh bien, j'enregistre cette correction avant que vous passiez le devoir, donc avant que vous n'ayez les copies, avant que je les ai aussi pour les corriger. Donc voilà, il n'y aura pas de commentaires sur les copies, ce qui n'empêchera pas de faire des commentaires, bien sûr, sur les questions en général. Donc, un sujet adapté de Écrit-Com 2017. Un premier exercice avec de l'analyse. Bon. On définit deux fonctions. Est-ce qu'elles admettent des limites en 0? Là, c'est clairement du cours. La fonction f, donc x, qui a x associe ln de x, tend vers 0 lorsque x tend vers 0 par croissance comparée. Croissance comparée en 0, c'est du cours. Donc, par composition, l'exponentielle étant continue en 0, exponentielle de x ln de x va tendre vers exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, lorsque x tend vers 0. Et je conclus en répondant à la question qu'on m'a posée. F et G admettent des limites en 0. Très exactement, elles admettent chacun une limite. Et je vais même plus loin, puisque je peux dire que la limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égale à 0, et la limite lorsque x tend vers 0 de g de x est égale à 1. Ça, on ne me le demandait pas, mais de toute façon, je l'ai obtenu. Hop. Question 1A, c'est plié. Question 1B. Dresser les tableaux de variation. Bon. Pas de problème. Je commence par f. Je vais dire donc que f est dérivable sur l'ensemble qui m'intéresse, sur 0,1, et pour x appartenant à 0,1, j'ai f' de x qui est égal à la dérivée de x qui vaut 1 multiplié par ln de x, plus x multiplié par la dérivée de ln de x qui vaut 1 sur x, c'est-à-dire ln de x plus 1. Bon. Et ça, est-ce que c'est positif ou pas? Eh bien, ln de 1... oui, ça peut... ln de 1 fait 0, donc et en 0 ça fait moins l'infini, pour limite moins l'infini, donc ça va changer de signe sur 0,1. Donc on s'intéresse à f' de x supérieur à 0, si et seulement si donc ln de x plus 1 supérieur à 0, c'est-à-dire que ln de x est supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à exponentielle de moins 1. D'où le tableau de variation de la fonction f. X, on est sur 0, 1. Il y a un changement de sens de variation en exponentielle de moins 1. Donc ici, j'ai le signe de f' de x. Hop, en 0, nous avons une valeur interdite. Et donc, c'est positif. Un f' est positif quand x est plus grand que. Variation de f. Et je vais donc avoir ce sens de variation. Je peux remarquer que la limite en 0 vaut 0. Donc là, forcément, f va d'abord être négatif. Je peux calculer f de moins 1 qui va être égal à exponentielle de moins 1 multiplié par ln de exponentielle de moins 1, c'est-à-dire moins exponentielle de moins 1. Et en 1, f de 1, c'est une fois ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc voilà mon tableau de variation que je n'encadre pas pour f. En ce qui concerne g, g est la composée de f par l'exponentielle, qui est une fonction croissante.
sur R. Donc G a le même sens de variation que F. Si vous ne connaissez pas cette propriété, vous calculez la dérivée de G et vous allez obtenir du f' multiplié par exponentielle de x ln de x. Et l'exponentielle étant positive, on aura exactement le même signe que f. D'où notre tableau de variation. Donc, x entre 0 et 1, ça ne change pas. J'ai toujours une valeur interdite en 0. Variation de ma fonction g. Hop. Je vais donc avoir ça et ça. En 0, on a dit que la limite c'était 1. En 1, g de 1, je vais donc avoir exponentielle de 0. Donc 1 aussi. Et g de exponentielle de moins 1, je vais avoir, eh bien, exponentielle de moins 1. Bon, ben, allons-y, hein, exponentielle de moins 1. Et j'ai terminé mon travail pour cette question. Question C. Justifier que l'intégrale de g de t est convergente. Bon. Déjà, on peut remarquer que g est prolongeable par continuité en 0 en posant g de 0 égale 1. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt est faussement impropre en 0. Comme g est continu sur 0, 1, eh bien, l'intégrale est convergente. Je n'ai même pas fait de calcul de primitive ou de quoi que ce soit. Donc, conclusion, l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt est convergente. Une première question, sans difficulté majeure. Question 2. Justifier que pour tout n appartenant à n, un existe. Donc un est une intégrale, a priori impropre, mais on va s'en sortir exactement comme pour g. Et donc ce qui va nous permettre de dire que l'intégrale existe, donc que un existe. Je me donne n appartenant à n. La fonction f définie précédemment est également prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale 0 cette fois. Donc par composition, la fonction qui a t associe t ln de t à la puissance n est prolongeable par continuité en 0. Donc, l'intégrale est faussement impropre en 0. Comme la fonction qui a t associe t ln de t à la puissance n est continue sur 0, 1, l'intégrale de 0 à 1 de t ln de t à la puissance n dt converge. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, un existe.
puisque le principal problème, c'était la convergence de l'intégrale. La factorielle existe, et diviser par une factorielle, ça ne nous pose aucun problème. Il y a une deuxième partie à cette question. Non, pardon, c'est pas une deuxième partie, c'est la question B. Montrer que la suite UN converge vers 0. Bon, on va essayer d'encadrer UN. Bon. Voilà. Ce que l'on peut, je vais m'intéresser à valeur absolue de UN, soit n appartenant à n. Valeur absolue de UN, ça sera donc 1 sur factoriel n. Intégrale de 0 à 1 de t ln de t à la puissance n dt, le tout en valeur absolue, qui va être plus petit que 1 sur factoriel n. Intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de t ln de t à la puissance n dt. Or, si on regarde notre t ln de t sur 0,1, il est inférieur à moins 1 exponentielle de moins 1, donc en valeur absolue, il va être plus petit que exponentielle de moins 1. Insérer une page après. Donc, or, pour tout t appartenant à 0,1, t ln de t appartient à 0 moins, alors, moins exponentielle de moins 1, 0. Donc, valeur absolue de t ln de t est inférieur ou égal à exponentielle de moins 1. Bon, exponentielle de moins 1, c'est bien plus petit que 1. Ce qui veut dire que, par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de t ln de t à la puissance n dt va être inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins n de moins 1 à la puissance n dt, c'est-à-dire l'exponentielle de moins n, intégrale de 0 à 1 dt, cette intégrale vaut 1, d'où, pour tout n appartenant à n, on a valeur absolue de un qui est inférieure ou égale à exponentielle de moins n divisé par factoriel n. Et l'exponentielle de moins n va tendre vers 0 en plus l'infini, renforcé par la division par factoriel n. Donc un va tendre très très vite vers 0. Tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc conclusion. La suite un converge vers 0. Question C. Calculer U0 et U1. Bon. U0, c'est donc 1 sur factoriel 0. Intégrale de 0 à 1 de t ln de t à la puissance 0 dt. C'est-à-dire 1 intégrale de 0 à 1 de 1 dt. C'est-à-dire 1. U0 vaut 1. Ça, c'est réglé. Ensuite, U1, c'est donc 1 sur factoriel 1, intégrale de 0 à 1 de t ln de t dt. C'est donc l'intégrale de 0 à 1 de t ln de t dt. Et là, alors malheureusement, il n'y a pas de relation simple entre t et ln de t. Enfin, on a du 1 sur u' multiplié par u. Donc on aurait du u sur u'. Et ça, on n'en connaît pas de primitif simple. Donc là, je pense que la façon la plus simple de faire, c'est de faire une intégration par partie. Alors attention, les intégrations par partie, jamais sur des intégrales impropres. Alors là, on peut se dire que l'intégrale n'est pas vraiment impropre, donc je vais m'autoriser à le faire quand même. Parce que j'ai une intégrale qui n'est pas vraiment impropre. Donc, posons U' égale t, V égale ln de t. On a... alors, posons. Ce sont des fonctions... je pense qu'on peut... Ouais, on va laisser comme ça. Donc on a U égale t carré sur 2, V' égale 1 sur t, par partie.
U1 sera égal à U multiplié par V, donc je vais avoir du T sur 2 entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de U. J'ai pas fait UV ici, hop, du T carré ln de T sur 2, moins T sur 2 dt, c'est-à-dire que ici, je vais avoir 1, moins la limite en 0 qui va faire 0, moins t carré sur 4 entre 0 et 1, c'est-à-dire moins 1 quart. On a une intégrale négative, mais c'est normal, puisque sur 0,1, t ln de t est négatif. Donc u0 égale moins 1 quart. À l'aide d'intégration par parties successives, montrer que... Bon, ben, allons-y. Hein. Allons-y. Soit n appartenant à n. Donc, un est égal à 1 sur factoriel n. Intégrale de 0 à 1 de t puissance n, ln de t à la puissance n dt. Bon. Et donc ça... je vais poser, là aussi c'est une petite, comment dire, petite liberté que je m'octroie parce que l'intégrale est faussement impropre en 0. Posons donc U' égale t puissance n, V' égale ln de t, V', hop, on a U égale t puissance n sur n plus 1, donc ça c'est plutôt pas mal. Et V' qui va être égal à U' puissance n moins 1, donc n multiplié par 1 sur t, ici c'était puissance n plus 1, multiplié par ln de t à la puissance n moins 1. Bon, d'où un va être égal à 1 sur factoriel n, multiplié par, hop, mon terme tout intégré. Donc je vais avoir du t puissance n plus 1, ln de t à la puissance n, divisé par n plus 1, entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, alors du n que je sors. Je vais avoir du... Alors le n, je peux sortir du n sur n plus 1 en fait. Intégrale entre 0 et 1 de t puissance n, ln de t à la puissance n-1 dt. C'est-à-dire que je vais avoir ça va être égal à 0, puisque en 1, à cause du log, ça fait 0. En 0, eh bien, à cause des croissances comparées, ça fait 0. Donc je vais avoir ici du moins 1 divisé par factoriel de n-1 multiplié par n plus 1, intégrale de 0 à 1 de t puissance n, ln de t puissance n-1 dt. Et je vais recalculer une intégration par partie pour ça. Si on regarde bien, ce qui va se passer, c'est que dans mon intégration par partie, le t puissance n va me donner un nouveau n plus 1. Le ln de n va me donner, lui, un n-1. Donc posons. Je vais poser le même U' en fait. Hein. Et V, je vais avoir du ln de t, mais cette fois la puissance n-1, on a. U qui sera pareil, t puissance n plus 1 sur n plus 1. Et V' qui sera du n-1 cette fois, 1 sur t, ln de t à la puissance n-2. Hop, et donc on va avoir du moins 1 sur factoriel de n-1 multiplié par n plus 1, multiplié par mon terme tout intégré qui va être du t puissance n plus 1 ln de t à la puissance n-1, le tout sur n plus 1, entre 0 et 1 qui fera 0 pareil, moins
là-dedans, le n-1 sur n plus 1 qui va sortir, intégrale de 0 à 1, t puissance n plus 1 sur t qui va me faire du t puissance n, ln de t puissance n-2 dt, et je vais obtenir du moins 1 au carré, divisé par factoriel de n-2, puisqu'ici je vais simplifier la factorielle de n-1 avec le n-1 qui est là, n plus 1 qui va me donner du n plus 1 au carré, intégrale de 0 à 1 de t puissance n, ln de t à la puissance n-2 dt. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la im, intégration par partie. On pose toujours u' égale t puissance n et v égale ln de t puissance n-i. On aura un égale moins 1 puissance i, divisé par factoriel de n-i, n plus 1 puissance i, intégrale de 0 à 1 de t puissance n, ln de t puissance n-i dt. Et ainsi de suite, au bout de la nème intégration, on aura que un est égal à moins 1 puissance n, divisé par n-n d'un factoriel 0, il n'y en a plus, du n plus 1 puissance n, intégrale de 0 à 1, de t puissance n multiplié par ln de t à la puissance 0, qui vaudra 1 dt, c'est-à-dire moins 1 puissance n sur n plus 1 à la puissance n, t puissance n plus 1 sur n plus 1, entre 0 et 1, c'est-à-dire moins 1 puissance n, sur n plus 1, puissance n plus 1. Conclusion, pour tout n appartenant à n, un est égal à moins 1 puissance n, divisé par n plus 1, puissance n plus 1. Alors ce raisonnement, il peut paraître peu rigoureux, et on peut se dire, ok, on aurait peut-être dû faire une récurrence. C'est vrai. On aurait pu faire une récurrence dans laquelle on aurait eu ça en proposition à démontrer, mais ça demandait déjà de le faire. On vient déjà de faire tout ce travail. Et vu la façon dont la question est posée, à l'aide d'intégrations par parties successives, je pense que ce genre d'explication suffit. Question E. Montrer que la série de termes générales UN est convergente. Très bien. Donc si je m'intéresse à la somme des valeurs absolues de UN, j'ai donc la somme des 1 sur n plus 1 puissance n plus 1. Bon. Or, pour n supérieur ou égal à 1 en fait, vous avez n plus 1 qui est plus grand que 2, donc donc n plus 1 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Ça nous suffit. Or, 1 sur n plus 1 au carré équivaut en plus l'infini à 1 sur n carré, et la somme des 1 sur n carré est convergente en tant que série de Riemann. Avec n plus grand, avec série de Riemann, avec alpha strictement plus grand que 2. Donc, par comparaison de séries à termes positifs,
somme des valeurs absolues de un converge. Alors vous allez me dire, vous ne voulez pas la somme des valeurs absolues, vous voulez la somme des un. C'est pas grave. La série somme des un converge donc absolument. Donc, elle converge. Et nous avons terminé la question 2e. Passons à la question 2f. Écrire une fonction d'entête def somme n qui prend comme paramètre d'entier un entier naturel n et qui produit en sortie la valeur de Sn. Une question très simple, et celle-là, j'espère que vous allez la faire parce que ça fait vraiment partie des choses qu'il est impératif de savoir faire dans ce genre de travail. Def somme de n. Je prends une somme S qui, au départ, vaut 0. Je vais fabriquer ma suite U de proche en proche. U qui, au départ, on n'a même pas besoin de ça, en fait. On a une expression explicite de UN, donc pas de problème. Alors, si on nous donne dans l'énoncé ce que c'est que Sn, for k in range n plus 1, pour que le nème terme soit effectivement atteint, S égale S plus la valeur de UK qui correspond, c'est-à-dire moins 1 puissance K, divisé par K plus 1 puissance K plus 1. Je n'oublie pas les parenthèses, et à la fin, je renvoie la valeur de ma somme. La question 2 est terminée. Passons à la question 3. À l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange en 0 à l'ordre n appliquée à la fonction exponentielle, ça c'est quelque chose que l'on a déjà rencontré. Donc là aussi, il faut savoir le faire. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cet exercice. Montrer que pour tout x appartenant à moins 1 sur E0 et pour tout entier naturel n, on a machin. Bon, bah très bien. Donc je me donne déjà un entier naturel n et x dans l'intervalle moins 1 sur E, 0. Bon. D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, pour pouvoir l'appliquer, il faut que j'ai une fonction qui soit de classe au moins, alors comme je veux l'appliquer à l'ordre n, qui soit de classe au moins Cn plus 1. La fonction qui a x associe exponentielle x, j'ai pas de problème avec elle, puisqu'elle est de classe C infini, carrément sur R, donc en 0. D'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, donc j'ai l'exponentielle de x moins la somme pour k allant de 0 à n, puisque je la fais à l'ordre n, des x moins 0. Alors, oui. Divisé par factoriel k à la puissance k. F dérivé k fois en 0. Qui va être inférieur ou égal à m. Alors, j'aurais dû peut-être le calculer avant. Multiplié par b moins a puissance n plus 1 sur factoriel de n plus 1, ou pour tout x appartenant, alors pour tout x, je devrais peut-être l'écrire comme ça, ou alors la dérivée de l'exponentielle de x, j'aurais vraiment dû le faire avant, est inférieur ou égal à m sur l'intervalle qui nous intéresse, c'est-à-dire sur x0. Bon. Bref. C'est pas très grave. Or, pour toute... alors... voilà, je vais plutôt noter ça comme ça. Or, pour tout y appartenant à x0, vous avez exponentielle de y qui est inférieur ou égal à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. D'où
exponentielle de x moins la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k sur factoriel k. F, dérivée k fois en 0, c'est l'exponentielle. La dérivée km de l'exponentielle en 0, bah, ça fait 1. Va être inférieur ou égal à m qui vaut 1. X à la puissance n plus 1 divisé par factoriel de n plus 1. Alors ici, j'aurais dû mettre des valeurs absolues. Or, eh bien, valeur absolue de x est inférieure ou égale à moins 1 sur e. Donc à 1 sur e. D'où, pour tout n appartenant à n, pour tout x appartenant à moins 1 sur e, 0, vous avez valeur absolue de exponentielle de x moins la somme pour k allant de 0 à n des x puissance k sur factoriel k, qui va être plus petite que 1 sur e puissance n plus 1. Donc 1 sur e puissance n plus 1, factoriel de n plus 1. Et bah, c'est ça que l'on voulait. Bon, j'ai voulu aller un petit peu vite sur mon inégalité de Taylor-Lagrange. J'aurais dû me préoccuper du grand M auparavant. Question B. En déduire que pour tout n, la valeur absolue de i moins Sn est inférieure ou égale à quelque chose. Bon. Donc je me donne un n appartenant à n et je vais m'intéresser à i moins Sn. I, c'est donc l'intégrale de 0 à 1 de... Alors i, je crois que c'est g, c'est ça. Donc de exponentielle de t ln de t dt. Moins Sn, qui est la somme pour k allant de 0 à n des uk. Alors pour uk, j'ai deux façons de faire. Cela étant, à mon avis, j'ai plutôt intérêt de revenir à la définition de uk et non pas d'utiliser la question 2D pour faire intervenir une intégrale et ensuite pouvoir dire que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Donc ça va être égal à la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t ln de t dt moins la somme pour k allant de 0 à n des intégrales de 0 à 1 de, alors j'ai oublié ici le 1 moins ici c'est les uk, donc 1 sur factoriel k t ln de t à la puissance k dt. Et donc je vais avoir une seule intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de t ln de t moins la somme, alors ici on va mettre ça, la somme pour k allant de 0 à n des 1 sur k des, je vais écrire ça comme ça, t ln de t à la puissance k sur factoriel k dt. Voilà, et donc ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de exponentielle de t ln de t moins la somme pour k allant de 0 à n des t ln de t à la puissance k sur factoriel k dt. Alors attendez, hop, je ferme. Voilà, dt. C'est bon. Et si on regarde, ici on a presque la même chose, sauf que là on a x et là on a t ln de t. Mais on a vu au tout début que t ln de t, c'était ici, compris entre 0 et 1 sur e. Or, pour tout t appartenant à 0, 1, vous avez t ln de t qui appartient à moins 1 sur e, 0, d'après la question dont j'oublie le numéro, bah, c'était tout simplement la question 1b. Donc, d'après la question qui précède, c'est-à-dire la question 3a, vous avez exponentielle de t ln de t moins la somme pour k allant de 0 à n des t ln de t à la puissance k sur factoriel k, qui va être inférieur ou égal à moins 1, non, je me trompe de ligne, à 1 sur
exponentielle de n plus 1 facteur de factoriel de n plus 1. D'où la valeur absolue de i moins Sn, qui va être inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur exponentielle de n plus 1 multiplié par factoriel de n plus 1 dt. Cette quantité-là ne dépendant pas de t, je peux la sortir de l'intégrale. Intégrale de 0 à 1 de 1 dt, et cette intégrale vaut 1. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, la valeur absolue de i moins Sn est inférieure ou égale à 1 sur exponentielle de n plus 1 multiplié par factoriel de n plus 1. Encore une question de terminée. Question C. Montrer que i est égal à moins la somme de n allant de 1 à plus l'infini des moins n sur n à la puissance n. Alors. Donc, on a i qui converge vers Sn, enfin très exactement Sn qui converge vers i. On déduit, je vais plutôt noter les choses autrement, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur exponentielle de n plus 1 multiplié par factoriel par... bref, 1 sur n plus 1, on l'a, me semble-t-il, déjà rencontré, est clairement égal à 0, car exponentielle de n plus 1 tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini, et factoriel de n plus 1 aussi. Conclusion, on en déduit par le théorème des gendarmes. Alors on n'a pas un double encadrement, mais c'est tout comme, hein, grâce à cette valeur absolue ici, que Sn tend vers i lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, i va être égal à quoi? Va être égal à la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, d un, c'est-à-dire la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance n sur n plus 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire moins la somme pour n allant de 0 à plus l'infini, des moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 puissance n plus 1, c'est-à-dire la somme, moins la somme pour n allant de 1, alors n je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler k, des moins 1 puissance k sur k puissance k en posant k égale n plus 1. Conclusion globale de cette question. I est égal à moins la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n sur n à la puissance n, comme on nous demandait de trouver. Hop. Dernière question. Écrire une fonction Python d'entête machin qui prend comme paramètre d'entrée un réel flottant strictement positif epsilon et qui produit en paramètre de sortie une valeur approchée de i à epsilon près. Bon. Donc c'est la question D. Def estimation de EPS. Et donc il va falloir que je calcule Sn pour n assez grand, c'est-à-dire jusqu'à temps que 1 sur exponentielle de n plus 1 factoriel de n plus 1 soit inférieur ou égal à epsilon. Donc je vais prendre d'abord n égale 0, et tant que exponentielle, alors je vais avoir besoin d'importer l'exponentielle qui est dans NumPy. Donc xnp.exponentielle
Alors, je vais... Tant que 1 sur np.exponentielle de n plus 1 multiplié par... Alors, il me faut du factoriel de n plus 1. Je vais utiliser plutôt math as m. Donc ici, je vais avoir du m multiplié par m.factorial de n plus 1. Tant que ça reste supérieur à epsilon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je calcule un Sn qui soit plus grand. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser la somme au-dessus? Ça pourrait être assez intelligent de ne pas calculer la somme. Donc tant que ça est plus grand que EPS, je vais faire n égale n plus 1. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à renvoyer la somme, donc somme de n. Donc en fait là, je calcule l'étape à laquelle il faut que j'aille. J'ai pas besoin de calculer Sn, voilà. Je rajoute 1 à n tant que je n'ai pas... tant que je reste supérieur à epsilon, et dès que je vais passer en dessous de epsilon, je renvoie la somme à l'aide de la fonction calculée précédemment. Bon, je trouve ça assez bien de réutiliser la question précédente, sinon on aurait pu faire autrement, c'est-à-dire qu'on aurait pu lui faire calculer de proche en proche la somme en même temps, mais bon. Et bien on a terminé cet exercice 1.